Corentin, tu as envie de nous faire un petit résumé des propos de l'ami Tom Brevoort sur l'utilisation de l'IA, puisque toujours ce fameux artiste taïwanais qui prend du travail à beaucoup de monde. L'IA. Oui, l'IA, oui. Bien sûr, moi, j'ai pas de blague. Donc, c'était dans un poisson d'avril que j'avais fait sur Comics Blog, c'était l'année dernière, je crois déjà, où il disait que qu'ils allaient utiliser un article qui s'appelait l'IA pour faire plein de couvertures, je sais plus quoi. C'était un bon article. Comment dire, c'est pas grand chose, hein, parce que vraiment on va encore dire que je suis méchant et que je frappe sur Marvel pour me défouler, etc. Pas sur Marvel, sur Tom Brevoort de Marvel. Et sur les propos de Tom Brevoort de Marvel, c'est pas sur lui en tant que tel, quoi. En fait, généralement, ce que je reproche, moi, à Marvel, c'est le manque de cohérence éditoriale ou le manque de respect vis-à-vis du lecteur, / consommateur, etc. Là, c'est pas le cas du tout. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas eu d'annonce particulièrement nulle chez Marvel récemment. Ça tient plutôt bien le bon bout. En revanche, effectivement, Tom Brevoort, c'est quelqu'un pour lequel je ne cache pas, j'ai une vraie antipathie. Je pense que c'est un mec qui, déjà, ses choix éditoriaux me posent problème. Encore une fois, je vais pas revenir sur l'annulation de Krakoa et les raisons pour lesquelles ça a été fait, qui déjà sont mauvaises, mais en plus, comment il y a eu un retournement de veste depuis pour dire que non, en fait, les séries qui sont autonomes, on va quand même les fédérer parce qu'en fait, on n'y croyait pas nous-mêmes à nos propres conneries. La façon dont il parle de la presse, qui nous regarde pas, il ne lit pas la presse en français, mais comment il parle des sites spécialisés américains avec qui pourtant Marvel collabore, je trouve ça vraiment que c'est un manque de respect assez global. Comment il répond aux lecteurs aussi, comme si c'était justement le seul gars qui connaissait ce qu'il fallait faire et que ta gueule à un moment donné. Après, c'est son taf depuis 25 ans, donc il a quand même une certaine. Non, il a quand même une expérience des réalités éditoriales. Oui. Aux gens. Après, il y a la tonalité, la façon dont tu parles, mais le fait est que je pense qu'il sait quand même plus comment l'éditorial marche que toi et moi de facto, quoi. Tu vois. Bien sûr, et il sait très bien aussi comment probablement administrer le bateau Marvel, qui n'a pas pris l'eau entre guillemets, il y a pas de souci. En revanche, effectivement, je pense que c'est vraiment le syndrome type de l'éditeur dans la Tour d'Ivoire qui oublie en fait qu'il y a justement des gens en bout de la chaîne. Et là, effectivement, il s'est spontanément exprimé, en fait, personne lui a posé la question, sur le motif de l'intelligence artificielle. En expliquant que... Dans sa newsletter, c'est ça? Dans sa newsletter, effectivement. En expliquant que beaucoup de gens, du coup, sont préoccupés par le fait que les IA pourraient gangréner le monde des comics et que Marvel devrait réagir. Sa réaction étant, en fait, de dire, il y a pas de réaction à avoir, en fait, puisque on peut pas empêcher le progrès. L'IA, on l'a vu historiquement, en fait, que depuis que le monde est monde, quand une nouvelle technologie apparaît, on peut pas la contenir, etc. On peut pas remettre le diable dans sa boîte, comme ils disent aux États-Unis. Et donc, c'est comme ça, quoi. Et après, donc, il développe et il dit, maintenant, puisqu'on en parle, moi, la semaine dernière, je me suis amusé à panoter un peu sur Gemini, l'IA de Android. Je trouve ça rigolo, en fait, l'IA, c'est sympa, effectivement. En vrai, tu vois le côté séduisant du machin. Regardez, par exemple, j'ai fait une illustration, enfin j'ai fait faire parce que j'ai pas fait moi-même, j'ai fait faire une illustration par une IA de ma newsletter. Et donc là, il nous montre un dessin, enfin une illustration effectivement, qui fait très film noir avec un mec à chapeau sur les toits d'une ville un peu nocturne et tout. Et il dit ouais, j'ai même fait un petit logo pour ma newsletter avec le chapeau feutre du détective et écrit en dessous Tom Brevoort, Substack et tout. Et il dit voyez, c'est impressionnant, hein, ça marche pas trop mal et tout. Et ça s'arrête là, en fait. C'est là, grosso modo, que le point de vue de l'un des 2 ou 3 plus grands, personnes plus importantes de la maison des idées, la plus grosse maison d'édition de super-héros aux États-Unis, c'est là que s'arrête sa réflexion sur l'IA. C'est numéro 1. On peut pas contenir, on peut pas endiguer, ça sert à rien. On peut pas se faire chier. Numéro 2, et en plus, regardez, c'est rigolo, hein. Et au moment où, justement, lui, qui était le premier à insulter Bleeding Cool, en disant que c'était des chercheurs de merde, des fouteurs de merde qui juste voulaient trouver du ragot dans sa newsletter et tout. Bleeding Cool a réagi très intelligemment en disant mais c'est pas tellement la question de est-ce qu'on peut contenir ou endiguer le progrès. La question c'est que l'image que tu as créée là, elle se base sur des bases de données d'images qui ont été volées à des dessinateurs sans consentement, sans rétribution et qui menacent actuellement à cause de gens comme toi qui trouvaient très rigolo de faire des petites illustrations en 3 clics parce que vous n'avez pas le talent nécessaire pour dessiner ou investi le temps nécessaire pour apprendre à dessiner, ces gens-là vont se retrouver sans emploi, ce qui est très ironique du point de vue de quelqu'un qui, littéralement, son salaire lui vient d'une maison d'édition.
Et personnellement, je trouve ça assez représentatif en fait de la mentalité qui pour moi pose problème en fait, pas que dans les comics mais au global par rapport à l'IA. C'est-à-dire que je vais citer justement ce que m'a dit mon très bon ami Fabrice Odiga dont on parlait tout à l'heure, où effectivement le progrès technique quand il apparaît généralement, il y a quand même un effort de solidarité et de soutien aux populations qui sont concernées par ces transitions. Exemple, la mécanologie arrive, on sait qu'on peut faire une bagnole avec moins d'employés qu'il en fallait avant pour assembler les pièces. Il y a des grèves, il y a des mouvements sociaux. La population s'inquiète de ces gens qui vont se retrouver à la rue, qui sont vus comme des victimes, comme des martyrs. L'industrie arrive dans l'agriculture. Les gens sont légitimement inquiets pour les agriculteurs. Ils se disent merde, ils vont se retrouver sans boulot, il y aura moins d'emplois, etc. Là, en l'occurrence, et c'est ce que effectivement Fabrice me disait, c'est tout l'inverse. Tout le monde s'en fout de ce qui arrive aux artistes. Tout le monde s'en fout. Faut pas croire que la chambre d'écho que vous avez sur Blue Sky ou Twitter, c'est la réalité. Dans le monde réel, en fait, les gens s'en battent les steaks de savoir si un dessinateur, si un artiste qui gagne sa vie en dessinant des pochettes pour les bières ou des affiches de films, si ce mec-là perd son boulot, tout le monde s'en bat les couilles. Et au contraire, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'hostilité naturelle où quand on explique aux gens, oui, mais les artistes vont se retrouver obligés de devenir pâtissier et plombier, les gens répondent, bah oui, mais en même temps, je suis désolé, c'est un peu un privilège d'être artiste. Moi, je me crève le cul, je fais mon métro boulot dodo. Eux, qu'est-ce ils peuvent rester chez eux et puis dessiner c'est pas un métier, etc., etc. Ou la musique n'est pas un métier, c'est un plaisir, c'est un loisir, ça a pas vocation professionnelle. Et effectivement, c'est assez terrible en fait parce que ça, du point de vue du grand public, genre tu peux comprendre, le grand public il est con, le grand public il vote Trump, le grand public il pense qu'à sa gueule, le grand public il est raciste. Enfin, tu vois, il y a le grand public si on le prend comme une donnée neutre et concrète et qu'on regarde comment est-ce qu'il consomme, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il vote, etc. Oui, enfin une masse informe aussi. Voilà, c'est un peu facile quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une prise de conscience globale par rapport à l'intérêt que l'art a dans la société moderne. Tu vois, là, actuellement, les gens ils pensent pas à ça. Les gens ils pensent à la dette, ils pensent au chômage, ils pensent à l'immigration, ils pensent à quel champagne ils vont prendre pour fêter la destitution de Macron. Voilà, et il démissionnera jamais. Mais tu vois ce que je veux dire, enfin c'est évidemment que le sujet de la destitution n'est pas démission, que très cher Corentin. Le sujet de la vie des artistes, ils s'en battent les couilles et c'est comme ça. Mais que Tom Brevoort, enfin littéralement, ne se pose pas la question en d'autres termes que le progrès est là, point, vos gueules. On se rappelle quand même que Disney actuellement fait un procès à Midjourney pour utilisation abusive des copyrights des Simpsons, de Star Wars, de bien sûr, mais ça c'est pas parce qu'ils veulent défendre le travail des artistes. Hein. Mais certes, mais ça prouve au moins que la question est plus compliquée que juste arrêter d'être dans vos caves d'hommes des cavernes, de Gaulois réfractaires au changement. Avec vos crayons. Et pas trop de papier. C'est littéralement un mec qui dit de toute façon c'est comme ça et puis c'est tout. T'as envie de dire bah non, évidemment qu'il faut encadrer l'IA déjà de base parce que là actuellement elle contrevient aux lois sur la propriété intellectuelle à tel point que toi-même justement qui est dans un groupe qui s'appelle Disney, ton groupe actuellement attaque l'une des plus grandes boîtes d'IA actuelles. Donc déjà c'est trop facile et surtout quand la maison d'en face, DC Comics, a fait retirer des covers qui ont été accusés et flagués d'être de l'IA, où Jim Lee a un discours totalement différent. Rien n'a été mis en place pour l'instant, mais je veux dire, quand Sorrentino s'est fait alpaguer, il y a au moins eu quand Jimmy tu poses la question, il dit il faudrait une signalétique. Les signalétiques qui existent sur Kickstarter. Quand tu mets un projet, tu dois préciser si l'IA est utilisée ou pas. Qui existe sur YouTube. Sur YouTube, maintenant, tu vas être dans les options des vidéos. Vous regardez en fin des vidéos, il y a écrit ce contenu utilise l'intelligence artificielle. Tu vois sur les playlists de musique city pop, par exemple, ou les beats, c'est les chill beats, quand c'est créé par l'IA, les créateurs, alors ils ont pas obligation, parce que dans les faits, personne ne va vérifier, mais ils peuvent l'indiquer pour que si les gens comme moi, qui sont contre, n'ont pas envie de donner du trafic à ces vidéos-là, voilà, ça c'est la moindre des choses en fait. C'est une base. Laisser aux gens le choix. Parce que si tu laisses pas aux gens le choix et que tu te dis juste, on va déréguler, ouvrir les vannes, bah du coup dans 10 ans les comics seront faits en IA, de points. Et moi j'ai pas envie de lire des comics créés par des robots. Donc voilà, je trouve que Tom Brevoort vraiment là, il enfonce le clou de une attitude de connard égoïste en fait, que je ne peux plus supporter aujourd'hui. À tous les niveaux on nous impose l'IA, mais vraiment à des points où ça devient grotesque et risible. WhatsApp, maintenant, il y a une IA. Messenger, il y a une IA. Ton téléphone qui t'impose une mise à jour avec une IA. Ça en arrive à des niveaux. En fait, tu te demandes même si bientôt ton boulanger va pas faire des croissants en IA ou te dire, au fait, j'ai une nouvelle feature IA, si tu veux essayer. Tu te dis, mais attendez, vous vous rendez compte que ça bouffe des ressources. Au niveau écologique, ça bouffe des ressources. YouTube qui impose le doublage automatique des vidéos sur certaines versions du logiciel. Tu regardes une vidéo. Alors moi, ma version YouTube est en anglais.
parce que j'ai une version piratée pour ne pas payer YouTube Red, parce que je suis désolé, je fais pas d'argent, un truc était gratuit avant. Tu vas dessus en anglais, tu regardes une vidéo en français, tu entends une voix anglaise dégueulasse qui double ton YouTuber préféré, et maintenant ils font aussi de l'upscaling automatique par IA. C'est en fait, il y a des vidéos, vous allez voir le contenu de Arte avec la version premium de YouTube, vous avez une version 1440p des vidéos de Arte avec un filtre IA glossy dégueulasse, et quand on demande à YouTube pourquoi, ils te répondent parce que c'est le futur. Et tu dis mais vous vous rendez compte que ça personne ne l'a demandé. Personne ne l'a demandé, les créateurs eux-mêmes ne l'ont pas demandé, ils râlent justement parce que ce filtre-là en fait, il nique des effets de style que les créateurs des étalonnages, de l'éclairage, des contrastes. Et ça en l'occurrence, c'est un truc qui du coup si tu l'appliques à toutes les vidéos consommées sur YouTube, c'est-à-dire ça représente des millions de téraoctets de données en flux tendu. Des milliards. T'imagines la dépense énergétique pour un truc que personne n'a demandé, dont on peut très bien se passer, dont on se fout royalement entre guillemets, les centres serveurs qui sont refroidis à la flotte, la dépense en eau, juste ça, enfin dans un monde où entre guillemets l'eau devient une donnée rare, une donnée géopolitique, va te faire foutre avec ton illustration de newsletter, parce que en fait toi t'as pas le talent pour dessiner, donc tu dessines pas. C'est tout. Et c'est typiquement le profil justement de ces mecs qui globalement pourraient très bien payer un dessinateur. Voilà, c'est ça, c'est paye ton dessinateur en fait. C'est quoi pour 50 balles, il le faisait ton logo. Moi non plus, je sais pas dessiner. Est-ce que j'aimerais bien me faire, je sais pas, un t-shirt avec mon chat dessus? Oui, probablement. Mais dans ce cas-là, je vais lâcher 100 balles à un mec sur Instagram pour qu'il me le fasse, et au moins j'aurais contribué à la société. Et j'aurais pas juste appuyé sur un bouton parce que je suis un gros con. Franchement, moi j'ai vu cet article, il m'a énervé, mais vraiment. La façon dont il hausse les épaules en mode vous voyez c'est cool l'IA, en fait c'est séduisant. Alors je veux bien croire que c'est peut-être plus moi qui projette ma haine des IA dans son discours, si ça se trouve il est très conscient de tout ça, mais quand t'es l'un des éditeurs en chef de chez Marvel, actuellement les dessinateurs, j'imagine le sentiment de dague dans le dos qu'ils doivent ressentir en voyant que l'un de leurs patrons est en train de faire par partie prenante et cause pour un truc qui menace leur vie, leur futur, leur avenir, leurs enfants, leur retraite. Mais on se fout de la gueule de qui, quoi. Donc vraiment, je ne suis que colère. Je crache sur cette étude et cette philosophie. Évidemment qu'on peut comprendre que l'IA est inévitable parce que c'est factuellement, on n'a pas le choix, on va nous l'imposer. Mais qu'on va au moins l'encadrer ou militer contre et avoir une attitude au moins un petit peu responsable par rapport aux vrais sujets que ça couvre, notamment par rapport à l'environnement, par rapport au travail, par rapport à tout ça. Je trouve ça dingue que les mecs qui sont dans les industries créatives ne se posent pas ces questions-là. Parce que là, on parle pas d'un studio riche à millions qui veut juste faire des économies. Marvel, ils ont besoin des artistes, évidemment. Demain, ils font un comics qui se fait touper par l'IA, t'inquiète pas que les gens, ils vont réagir, ils vont pas être contents. Évidemment. Nous, on n'est pas comme ces couillons qui font, c'est effrayant, mais impressionnant. Comme c'était, je vois qu'il y a un truc qui fait en IA qui est un peu effrayant, impressionnant, les gens, ils disent juste ça, ils s'arrêtent là, après, ils passent à la news suivante. Là, dans la BD, nous, on aime bien être proche des artistes, on aime bien développer et suivre des propos d'auteurs. On peut pas juste se dire, le robot, il est là, et puis on va faire avec, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça terrifiant, et voilà, en fait, voilà. Merci Corentin. Avec plaisir. C'est une rage incroyable. Je souscris à ton analyse et à ton discours. Et dites-le aux gens qui vous disent t'es contre le progrès et compagnie, que c'est plus compliqué que ça. Si le progrès il bouffe les ressources de la planète, qui est déjà en grave état de santé, quand même, c'est pas remarqué, on est en train de crever tous là, avec des incendies dans l'Europe, ça y est, maintenant c'est une situation réelle, des pénuries d'eau en France, c'est en train d'arriver. On peut pas juste dire c'est le progrès. Si le progrès il coûtait 0 au niveau énergie, mais moi tous les jours on fait du mid-jour, non. Mais tous les jours au moins on peut se dire ok d'accord on va automatiser je sais pas des trucs qui pourraient être nécessaires, mais là ça ne sert. On a déjà des enfin bref. Je parle tout seul là parce que je pense qu'on est tous d'accord. My two cents, c'est que l'IA aurait jamais dû être mise dans les mains du public. L'IA aurait dû être limitée à des usages en recherche scientifique, en médecine, à des trucs qui sont réellement utiles, en fait, où le gain de temps dessus parce qu'en fait, ça aura juste à accélérer des choses qui sont déjà faites par des processus informatiques, même dans la modélisation, dans les trucs comme ça, et que clairement, ça n'aurait jamais dû atteindre le secteur créatif, en fait, pour essayer de remplacer des gens dont c'est le boulot et surtout que ça, on le voit à chaque fois. Enfin, moi, tous les trucs que j'ai vus, c'est pour ça que moi, j'ai toujours été dans un discours moins alarmiste que Corentin sur le plan, on va dire plus idéologique, parce que d'un point de vue pragmatique sur l'écologie et tout ça, moi, je suis complètement très, très, très catastrophé là-dessus. Mais où je me dis toujours que non, moi je me dis c'est pas possible, on n'aura jamais de film ou de BD en IA parce que il y a des choses comme la narration, le rythme et tout ça, des choses comme ça qui ne peuvent pas être gérées en fait par ces putains de machines parce qu'elles ne savent pas, et même l'émotion en fait, l'émotion ne savent pas.
Et tout ce que j'ai vu de BD qui se rapprochait d'une BD avec de l'IA, c'était claqué à chaque fois. Et même quand tu le remarques, c'est pour ça que c'est d'autant plus triste. En fait, c'est à chaque fois où le truc où je suis vraiment le plus attristé, c'est quand c'est des professionnels du milieu comme Andrea Sorrentino. Alors, on ne sait pas, officiellement, on ne sait pas. C'est bon, ça va. Dan Panosian. On le sait il a utilisé l'IA, Sorrentino. Francesco Mattina. Bon, alors lui, il avait déjà des bails de plagiat avant, donc c'était juste la pierre de plus. Mais voilà, Dan Panosian qui est soupçonné aussi. Bon, bah, ça fait chier parce que c'est des gens qui ont taffé, qui savent déjà, et justement, ils profitent de ces forces, en fait, pour utiliser ça, alors plus comme des outils, on va dire. Mais le fait est, c'est que c'est toujours en pillant, en fait, des images à droite à gauche à des gens dont ils sont collègues, en fait. Tu la branche sur laquelle t'es assis, parce que plus tu utilises l'IA comme un outil, plus tu l'entraînes, plus elle devient performante, et un jour, il y aura un mec qui va réussir à trouver la quadrature du cercle où tu écriras, fais-moi une BD sur Arnaud Kikou qui va faire ses courses et qui rouspète parce qu'il aime pas ça, et un mec, il appuiera sur clic, et ça fera une BD, mais dans le style que tu veux, hein. Tu veux un truc de Mignola, tu veux un truc photoréaliste, et plus on avance là-dedans, plus les mecs se disent, bah, regardez, ça aura jamais le niveau de la vraie BD. Et en fait, plus on l'utilise, et plus petit à petit, si, ça va capter le niveau d'une vraie BD. Ouais. Mais regarde les trucs mec, on fait des faux reportages impossibles à décerner de la réalité. Si. Non. Tu les captes. Moi, je les capte à chaque fois. Sur la 69, là. Le truc, sur la 69, là. Commandé par un des trous du cul qui est contre. Ouais. Où il interroge des faux militants écolos. Alors, toi, peut-être que tu vis dans un monde où tu as appris à te méfier. Moi, je les vois direct. Tu montres ça à une daronne de 45 ans, qui n'a pas, elle aussi, les yeux que tu as toi. Elle se fait avoir point tout de suite. Ouais, non, c'est sûr. Et déjà, c'est super effrayant. Non, mais ça, par contre, c'est un vrai, ça, c'est un truc différent, effectivement, qui est terrible, quoi. Donc, Tom Brevoort, bannique-toi. Ouais. Voilà. C'est pas très sympa. Non, mais à un moment donné. C'est pas gentil. Si les gens ne donnent pas de raison de les apprécier, et peut-être qu'il va après apprécier ses propos, et je m'excuserai évidemment d'avoir été un peu vif, mais là, moi, j'étouffe, en fait, de ce truc que vraiment, dans la décidé de t'imposer à tous les niveaux, je n'en peux plus. Ouais, non, c'est chaud. Je suis d'accord.